L'Inde est sujette à une inflation sans précédent actuellement et cette inflation concerne aussi le riz local. Face à cela, le pays indien a décidé de suspendre l'exportation du riz sur le marché international. Pourtant, l'Inde exporte plus de 45% de son riz sur le marché international et garantit la majeure partie du besoin du riz dans le monde. Cette décision aura un grand impact sur le marché international. Pour Madagascar en particulier, le pays ne sera pas concerné par cette décision, car depuis le début de l'année, un contrat entre l'Inde et l'État malagasy à travers le SPM a été déjà établi. Selon ce contrat, le fournisseur du riz de Madagascar en Inde devra garantir la fourniture de riz pour le pays, soit un total de 200 000 tonnes de riz jusqu'à la fin de l'année, souligne le directeur du commerce intérieur au sein du ministère du Commerce. L'État malagasy a déjà anticipé les éventuels problèmes liés à l'approvisionnement du riz dans le pays, surtout du riz importé, raison pour laquelle nous avions décidé d'établir un contrat avec l'Inde jusqu'à la fin de l'année, selon toujours le directeur du commerce intérieur. Néanmoins, cette décision de l'Inde aura un impact sur le prix du riz à l'international, selon toujours les explications. L'État malagasy est déjà prêt pour les changements et les imprévus concernant le prix du riz et essaie de jongler entre le prix local et le prix importé pour équilibrer le prix afin d'éviter l'augmentation du prix du riz dans le pays. De ce fait, le ministère du Commerce intérieur a mis en place une politique de mise en valeur du riz local et l'applique face à cette instabilité de la situation du riz sur le marché international. De plus, en cette période également, selon les constatations au niveau des marchés, le riz local est moins cher que le riz importé. Dans la foulée, le contrôle de l'application de la loi et le contrôle pour éviter les spéculations s'effectuent tous les jours par le ministère du Commerce. Sa présence a montré l'ampleur des relations entre nos deux pays dans le domaine économique, financier et commercial. Vous savez, beaucoup de gens dans le monde tendraient à penser que la France est seulement la mode, la bonne cuisine et le tourisme, mais la France est aussi la technologie de très haut niveau. Ce sont aussi les échanges financiers. La place financière de Paris est très importante au niveau mondial et elle représente des montants capitalistiques d'une très grande ampleur. Elle sert à aider le financement des entreprises dans le monde entier. Donc je crois que cette visite a permis d'approfondir, de démontrer l'importance de relations entre nos deux pays, de démontrer que la France comme l'Europe ne veulent pas couper notre économie de l'économie chinoise ni de l'économie américaine. Tous ensemble, nous avons tous des points forts qui nous permettent de commercer et donc pour le plus grand bien de tous, de pouvoir échanger. Il est important que ça se fasse dans la réciprocité et dans l'équilibre et ça c'est ce que ce type de dialogue permet justement parce que c'est en se rencontrant qu'on permet de lever ce qu'il peut subsister de difficultés tarifaires, de difficultés réglementaires pour permettre à nos entreprises de travailler le mieux possible dans les marchés d'exportation dans le monde entier. La fête de trône du Royaume du Maroc est un événement d'une grande importance pour les Marocains. Pour la première fois, elle a été célébrée à Nino des Comores. Cette célébration témoigne ainsi les excellentes relations de coopération entre les deux pays. Le Royaume du Maroc et l'Union des Comores ont tissé des liens exceptionnels et solides. Les Comores, premier État à ouvrir un consulat à l'Aïoun, toujours a été une voix sincère dans l'appui de notre cause nationale. Les deux pays ont constamment œuvré et travaillé pour, premièrement, asseoir des partenariats fructueux dans de nombreux domaines, conformément aux orientations des deux chefs d'État. Plus de 25 secteurs de coopération sont concernés par cette coopération exceptionnelle. Le Maroc s'est engagé pour soutenir l'Union des Comores en faveur du plan de développement de ce pays. Pour illustrer le dynamisme de ces relations, la première session de la commission mixte maroco-comorienne s'est tenue à Dakhla en mars 2022 dans les provinces du sud du Maroc. Les relations entre le Maroc et les Comores
sont au beau fixe. Elles se manifestent dans de différentes formes de coopération. On peut noter entre autres l'éducation, un outil important et essentiel pour un développement durable. Le Royaume du Maroc a toujours accueilli et formé des jeunes étudiants comoriens, dont plusieurs occupent des plus hautes responsabilités et démontrent fièrement et indiscutablement leurs compétences au service du développement des Comores. Le Maroc, sur la période de 2020 jusqu'à 2030, et pour accompagner la mise en œuvre du plan Comores émergent 2030, le Maroc a mis à la disposition de son frère et ami, les Comores, 3000 bourses d'études, 2000 en formation universitaire et technique, et 1 millier de bourses concernant la formation professionnelle. Cette célébration prouve que les relations entre les deux pays sont solides et entreprenantes et ne font que se consolider pour des objectifs de développement socio-économique. Vous savez, il n'y a pas une seule administration comorienne dans laquelle il n'y a pas de Comoriens formés au Maroc. Dans les professions libérales, dans l'armée. Et la relation avec le Maroc date des années 50. Mais officiellement, les premiers accords ont été signés en 1980. Et jusqu'à maintenant, le Maroc consolide cette relation, cette coopération. La célébration de la fête de trône du Maroc en Union des Comores, cela marque un pas important dans la consolidation des liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays et ouvre la voie à de nouvelles opportunités de coopération et de développement. Neuf mois de travail acharné, résultat insatisfaisant. Il s'agit de l'examen du baccalauréat session 2023. En Gazidja, sur 6727 candidats inscrits, on a enregistré un taux de réussite de 34,97%. À Mouéli, 1230 candidats se sont inscrits et le taux de réussite est de 53,09% et à Anjouan, 45,05%. Tout le monde est convaincu que ces résultats ne sont pas admissibles et cherche aussi à savoir les causes de ces mauvais résultats. Certains pointent du doigt les niveaux des élèves. Ceux-ci ne font aucun effort que de se contenter de la tricherie. D'autres peuvent se demander si les professeurs respectent les heures de travail et le programme scolaire établi par le ministère de l'Éducation nationale. Le travail de ces derniers devrait être inspecté par des inspecteurs et conseillers pédagogiques. Est-ce qu'ils le font? On se rappelle également que le ministère de l'Éducation a la charge de définir la politique nationale pour l'éducation, assurer aussi sa mise en œuvre conformément aux lois et règles en vigueur. N'est-il pas temps de mettre à jour cette politique éducative? On peut par ailleurs s'interroger sur les correcteurs de cet examen. Quels critères? Y a-t-il un plan de formation continue pour ces professeurs? Peu importe les causes de ces résultats affreux, une solution adéquate devrait être proposée car c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Une somme colossale est dépensée par le gouvernement pour l'organisation et toutes les responsabilités devraient être prises pour que les résultats soient satisfaisants. « 33,2 millions d'euros ou 166 milliards d'ariars seront utilisés pour financer le projet Ingouv qui a pour objectif l'électrification rurale. Le projet, il a un triple objectif. D'abord, l'électrification de 130 localités, ce qui représente près de 175 000 personnes. Nous avons toujours l'objectif d'être utiles. Les projets de coopération n'ont de sens qu'à partir du moment où le dernier kilomètre, si j'ose dire, c'est-à-dire celui qui va toucher la population malgache, devient une réalité. Donc 175 000 personnes dans les régions d'Anjouy, d'Anouch, d'Atimandrefran, de Menabé, de Mélaki seront bénéficiaires, et ça c'est extrêmement important, afin de réduire des tarifs de l'électricité, mais également de procéder à l'électrification même. Ensuite, de renforcer les capacités de l'ADER via une assistance technique dédiée, notamment à travers un appui institutionnel, et puis
d'optimiser les impacts économiques et sociaux de l'électrification rurale en soutenant le développement des activités économiques et la création d'activités génératrices de revenus pour les familles rurales, c'est extrêmement important. 40 millions d'euros ou 200 milliards d'ariars seront utilisés pour financer le projet Talak B qui soutiendra dans la région d'Anos le développement des territoires ruraux de 25 communes. S'appuyant sur plus de 10 ans d'intervention pilote autour de la protection du corridor écologique de Béa-Pingarati. Le secteur de l'agriculture demeure une composante essentielle de l'économie malagasy. En effet, ce secteur emploie près de 80% de la population active et contribue à hauteur de 30% environ de notre PIB. C'est la raison pour laquelle il est capital d'aider les populations rurales à se montrer résilientes face aux conséquences souvent dramatiques induites par le réchauffement climatique. Ainsi, le projet Talak B va non seulement assurer le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages de la région d'Anos, mais il va aussi valoriser son potentiel agricole tout en préservant la biodiversité exceptionnelle du sud-est de Madagascar. L'AFD et l'Union européenne financeront ces projets, dont 22 millions d'euros sous forme de prêts et 8 590 000 euros sous forme de dons. L'Union européenne reste convaincue que le développement de l'électrification, mais plus généralement aussi le développement de manière globale, ne peut pas reposer uniquement sur des dons. Les besoins sont énormes, mais les prêts qui complètent les dons permettent aussi une pérennisation des investissements. Et je dirais, ces prêts permettent aussi l'implication du secteur privé et donc d'avoir un effet multiplicateur de ce secteur privé par rapport aux dons que l'on peut apporter. La signature de ces accords ont été signés entre l'AFD et le ministre de la Finance, représentant du gouvernement hier à Dannarin. Dans la discipline athlétisme, Madagascar a gagné 17 médailles d'or, 14 en argent et 12 en bronze lors de la 10e édition des Jeux des îles qui s'est déroulée à l'île Maurice en 2019. Pour cette 11e édition qui aura lieu chez nous dans moins d'un mois, les athlètes malagasy feront tout pour acquérir le plus de médailles d'or possible. À noter que 54 seront en jeu. Néanmoins, il faut s'entraîner dur pour atteindre cet objectif. À cet effet, de nombreux athlètes ont suivi des entraînements en Chine depuis le mois de février, tandis que d'autres ont participé à des tournois internationaux. Ils sont tous actuellement en regroupement au cours duquel les entraîneurs renforcent leurs compétences. Et le ministère du Développement numérique, de la transformation digitale, de la poste et des télécommunications, qui est aussi le ministère coach de cette discipline, a apporté son aide à ses athlètes. Selon les précisions, les compétitions lors de cette 11e édition des Jeux pour la discipline athlétisme se feront au stade Barayam à Masn et au stade d'Alarbi. Les îles voisines commencent déjà à faire le va-et-vient à Madagascar pour coordonner leur séjour et voir l'avancement de la préparation des Jeux des îles à Madagascar. Parmi eux, les Réunionnais qui, selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, ont déjà exprimé leur satisfaction quant à la préparation des Jeux dans le pays. L'on sait également que les Mauriciens sont déjà dans nos murs actuellement, selon le ministre des Sports aujourd'hui. Concernant la préparation des athlètes, le ministre a rappelé que certains d'entre eux ont déjà suivi des formations en Chine et ont déjà reçu des matériels et des équipements pour la préparation et qui seront également utilisés pour les Jeux. La fédération a aussi des responsabilités dans ce sens. Le ministre a tenu à exprimer sa reconnaissance face à leur dévouement. En outre, tous les athlètes sont déjà dans leur lieu d'hébergement pour les regroupements, à part ceux qui étudient encore. Par ailleurs, la préparation des JIOI est une affaire d'État et chaque ministre au sein du gouvernement soutient des disciplines. Ils sont les ministres coachs des disciplines dont ils sont en charge selon les explications.
Cette deuxième journée du sommet des chefs d'État sur le capital humain en Afrique a été marquée par les discussions des chefs d'État qui se sont focalisés sur la nécessité pour l'Afrique de trouver des pistes de solutions pour nourrir, loger, fournir de l'énergie et de trouver de l'emploi à la population qui sera la plus nombreuse et la plus jeune de la planète au cours des prochaines décennies. Le président Andjadjuel n'a saisi l'opportunité de rappeler que cette même jeunesse est aujourd'hui en proie à des difficultés sans précédent, avec une relance économique limitée à la suite de la pandémie de Covid-19. Sans opportunité d'emploi décent et adéquat, elle pourrait aggraver le chômage, la pauvreté et l'instabilité sociale. La priorité est de redonner confiance à cette jeunesse en misant sur l'investissement dans les secteurs en croissance, l'industrialisation et le développement de chaînes de valeur et d'infrastructures durables et résilientes, mais aussi le secteur privé. Madagascar a déjà misé sur la jeunesse depuis ces 5 dernières années à travers divers programmes, mais aussi en investissant dans les infrastructures. Nous avons mis un programme qui s'appelle FIARI. C'est un financement pour aider les jeunes à entreprendre dans plusieurs filières et dans plusieurs domaines. Donc c'est un fonds de démarrage qui a créé maintenant plus de 20 000 emplois. Donc c'est ce qu'il faut, premièrement. Mais surtout, vous savez, comme je le disais tout à l'heure, à Madagascar, il y a 70 000 bacheliers chaque année, mais seulement 50% qui peuvent poursuivre leurs études pour manque d'infrastructures ou manque également de moyens. Et donc chaque année, il y a au minimum 35 000 jeunes qui se versent directement au chômage. Et c'est pour cette raison qu'il faut un programme, il faut un accompagnement. Je tiens à remercier la Banque mondiale. Nous avons plusieurs programmes pour soutenir et dans le secteur privé, mais soutenir aussi tout ce qui est programme en ce qui concerne le capital humain à Madagascar. Par ailleurs, une réunion bilatérale a eu lieu entre le président Andjadjuel et les 2 vice-présidents de la Banque mondiale, mesdames Victoria Kawakawa et Mamta Murty, tout particulièrement pour souligner la capacité du président malagasy au cours de son mandat d'avoir mené à bien des réformes structurelles et ambitieuses pour le pays. La capacité, grâce au leadership du président de la République de Madagascar, à mettre en œuvre concrètement ces réformes votées a également été saluée par les 2 vice-présidents de la Banque mondiale. La déclaration du sommet des chefs d'État africains pour le capital humain a été validée et fièrement endossée par Madagascar afin de sceller l'engagement et les actions pour donner la priorité à l'éducation et au développement des compétences, améliorer la santé et le bien-être, renforcer l'autonomie des femmes et des filles, promouvoir la création d'emplois, garantir la protection sociale et l'inclusion, renforcer la recherche et l'innovation et enfin mobiliser les ressources et les partenaires.
La SADC a répondu à l'invitation de Madagascar pour suivre le déroulement de la préparation des élections présidentielles. Les représentants sont actuellement dans nos murs. Ils visiteront plusieurs entités. Political and security environments of the country are conducive for it to have elections in a free, fair, transparent and peaceful manner. Qui sont libres, justes et transparentes. We also had to assess the legal framework of the country that covers the elections that are due to be held in November and December this year. We look at the legal framework because we know that for every election, that election must be governed by the law. Doit être régi par la loi. We also assess if the election management body, which is CENI, is ready to conduct the upcoming elections. S'ils sont prêts pour conduire les élections. So we talked about a lot of issues which concern the process, qui concernent tout le not processus only about the électoral, mais freeness pas of the seulement election. La transparence de l'élection. Après toutes les discussions, il y aura un rapport émis par la SADC concernant leur évaluation. Il y aura également des recommandations concernant les élections. Ces émissaires de la SADC quitteront le pays le 1er août.